Bonsoir à tous et bienvenue. Alassane Ouattara a déposé ce lundi sa candidature à la Commission électorale indépendante pour l'élection présidentielle. Du 31 octobre 2020, le chef de l'État s'est rendu au siège de la CEI en compagnie de ses plus proches collaborateurs et plusieurs centaines de militants de son parti. La Fédération ivoirienne de football se rétracte et annule l'Assemblée générale extraordinaire qu'elle avait convoquée pour samedi prochain. Une décision qui fait suite aux recommandations de la Fédération internationale de football FIFA qui a demandé de remettre en marche le processus électoral. Et puis au Mali, la junte au pouvoir souhaite qu'un organe de transition dirigé par un militaire soit mis en place pour une période de 3 ans. La junte a donné son accord pour libérer le président Ibrahim Boubacar Keïta, qu'elle détient depuis le coup d'État de mardi, qui pourra repartir à son domicile de Bamako. Après son investiture samedi, le président de la République, Alassane Ouattara, a déposé ce lundi sa candidature devant la Commission électorale indépendante pour l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. C'est le tout premier dossier de candidature que l'institution reçoit à une semaine de la date butoir. Pierre Dipomelin, Tanguy Conan. La CEI, Commission électorale indépendante, vient de réceptionner son tout premier dossier de candidature pour les élections présidentielles du 31 octobre 2020. Et c'est le candidat du RHDP, le président Alassane Ouattara, investi 48 heures plus tôt, qui ouvre le bal. Il est accompagné par plusieurs cadres du parti et militants heureux. 13 pièces composant le dossier de candidature sous la forme physique et numérique ont été vérifiées par les secrétaires permanents de l'institution. Après quoi, le candidat peut recevoir le numéro du dépôt et un bordereau de réception dûment signé. Comme vous pouvez le constater, je viens de déposer mon dossier de candidature entre les mains du secrétaire permanent de la Commission électorale indépendante ce lundi 24 août 2020. Je me réjouis donc d'avoir posé cet acte pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et je sais compter sur l'ensemble de mes concitoyens pour que cette élection soit apaisée. Le président sortant candidat à sa propre succession rappelle son bilan et promet faire plus. Et je sais que nos concitoyens se souviendront et verront notre bilan qui a été un bilan exceptionnel ces 9 dernières années. Un projet de société qui permettra de compléter ce bilan dans les endroits et les niveaux où cela doit être. Pour le directeur exécutif du RHDP, l'acte que son candidat vient de poser met fin au débat de rue sur son éligibilité ou non. Aujourd'hui, je crois que pour nous, ce dépôt de dossier clôt de débat de l'éligibilité ou pas par la Constitution. Pour nous, aujourd'hui, c'est la fin de tous ces discours. Ce que je déplore chez l'opposition, c'est le refus de mener la bataille des arguments et de se confiner et de se cacher derrière ce troisième mandat. C'est un premier mandat de la Troisième République et puis pour nous, aujourd'hui, le débat il est clos. La fin des dépôts des dossiers de candidature à la présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire est fixée au 31 août prochain. À qui le tour? Après le candidat du RHDP, difficile de le deviner. Des candidats déclarés poursuivent encore la collecte des parrainages sur le terrain au moment où le PDCI et une faction du FPI dénoncent une autre candidature du président sortant, Alassane Ouattara. Les élus locaux du Lot-d'Ivoire ne sont pas restés impassibles face aux violences intercommunautaires qui ont éclaté vendredi dernier à Divo, dans la ville, capitale de cette région du centre-ouest ivoirien, en proie à des affrontements opposant autochtones et halogènes. Ils ont prôné l'apaisement. Ils ont par ailleurs invité les communautés à tourner le dos aux démons de la division, de la haine et de la violence avant de rassurer les victimes de l'octroi de fonds d'indemnisation pour la reprise de leurs activités. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Thiemé Danger et Mathurin Badet. Le ministre Amédée Kouakou et ses pairs élus locaux du Lot-d'Ivoire affrontent les démons de la division et de la violence. Dimanche, ils sont descendus dans l'arène. Sur les cendres encore chaudes, des 48 heures folles de violences intercommunautaires
à relents politiques qui ont mis à feu et à sang Divo, capitale de la région à 186 km d'Abidjan. Sur les ruines, des affrontements à Bada ou encore à Konankro, quartier ayant payé le lourd tribut des tensions avec commerces et habitations pillées, cassées et incendiées, ça récrimine. La guerre m'a déplacé, je suis venu à Divo. J'ai dit, ici au moins c'est un campement. Les politiciens de maintenant, les gens ne sont pas sérieux, il faut que je dise. Hein? Ils bouffent dans les deux mains, ils ne respectent pas la parole. Puis nous mettent dans le problème. Gras, Baolé, Aké, tout ça on est dans la même chose. Moi je suis là, Alassane ne me connaît pas, Bidje ne me connaît pas. Je suis simple transporteur. Il faut voir la gare, ils sont tous gâtés. Comment on va nourrir nos enfants? C'est grave. Le constat émeut, la désolation dans le regard, l'émissaire du gouvernement et ses pairs élus déplorent les faits. La situation qui est arrivée à Divo est une situation regrettable. Nous ne souhaitons pas que cette situation reprenne. C'est vrai qu'il y a de réelles tensions parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. Il faut noter qu'il y a beaucoup de rumeurs, des choses qui ne sont pas vraies, qui se disent et ça attise la tension entre les différentes communautés. Ma mère est Doula, comme on dit. Mon père est Dida. Mais ce sont les Baoulés qui m'ont élevé. Je n'ai pas intérêt à ce que les Dida, les Doula et les Baoulés s'affrontent. Ce qui s'est passé n'est pas normal. Le riz ne se cuit que dans la marmite. Quoique étreint par l'émotion, il faut éteindre rapidement le feu des tensions intercommunautaires. Le cap est alors mis sur les résidences des leaders d'opinion. Tour à tour, la délégation visite les chefs d'Ida, Baoulé et Malinké. Tous sont par leurs enfants mis en mission d'apaisement. Et donc nous avons attiré l'attention des chefs, de l'ensemble des personnes que nous avons rencontrées sur la gestion des rumeurs. Parce que c'est ça qui fait que tout le monde a peur, il y a une psychose, mais nous pensons que les populations nous ont compris. Nous avons rencontré les jeunes, à qui on a expliqué tout ça. Des engagements ont été pris. Prions Dieu pour que la paix fragile qui est là actuellement puisse être consolidée dans les jours qui viennent. Divo, c'est une ville de brassage, ou une ville où c'est la tolérance et nos incompréhensions ne doivent pas nous amener au pire comme on l'a vu. Et nous sommes là aux côtés des populations pour promouvoir la paix, la cohésion et nous sommes sûrs et certains que notre appel au calme sera entendu. Réunis peu après à la résidence du premier magistrat de Divo, les têtes couronnées adhèrent à l'appel de leurs fils et frères élus. Les affrontements ont fait, selon des sources officielles locales, 32 blessés à l'arme blanche. Le nombre de morts, dont des sources non officielles évoquent au moins 2 décès, n'a pour l'heure pas été confirmé. En attendant, les activités ont repris dans la ville où les habitants ont vraisemblablement tourné la page des 48 heures de folle violence, même si récrimination et rancœur persistent. De l'actualité sécuritaire, la section de Yopougon de la cellule opérationnelle de la gendarmerie nationale en charge de la répression et de la contrebande vient de mettre la main sur 340 kg de faux médicaments saisis sur un marché de la plus grande commune du pays. On retrouve Thiemé Dandje et Mathurin Badé. Encore un heureux coup de filet de la gendarmerie nationale dans les eaux de la contrebande. L'une de ces unités opérationnelles, l'escadron de Yopougon, vient de s'illustrer de fort belle manière. Elle a mis la main sur 340 kg de médicaments de qualité inférieure et falsifiés sur un marché de la plus grande commune du pays. Exposés dans un entrepôt de la brigade de Yopougon-Toit-Rouge, les produits contiennent diverses substances dont certaines sont interdites de prise sans avis médical. Parmi les produits saisis, nous avons ce produit, selon les spécialistes, qui ne peut être vendu que sur ordonnance médicale. Cette saisie, dira le commandant de l'escadron, s'inscrit dans le plan de lutte contre le grand banditisme et de la protection de l'économie nationale. Dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme et les produits de contrebande, l'escadron Yopougon, avec la brigade, a investigué un marché. Et dans son investigation, a pu découvrir un grand lot de produits prohibés pharmaceutiques, estimé à 343 kg. L'officier de gendarmerie rassure, par ailleurs, que son unité reste engagée à marquer des points sur le front de la lutte contre la contrebande.
Ce, dans l'accomplissement des missions régaliennes du corps d'élite de l'armée ivoirienne. Aussi sollicite-t-il l'appui de la population dans le cadre de la police de proximité. C'est le lieu de lancer un appel à la population ivoirienne, notamment à la population de Yopougon, pour leur dire de nous signaler toute action de contrebande, toute action de banditisme dans la commune de Yopougon. Nous sommes à leur service, nous sommes prêts à répondre à leurs attentes. Une enquête est ouverte à la brigade de Yopougon. Elle devrait permettre d'interpeller les auteurs de ce trafic de médicaments. Je vous l'annonçais en titre, la Fédération ivoirienne de football, la FIF, se rétracte et annule l'Assemblée générale extraordinaire qu'elle avait convoquée pour le samedi prochain. Une décision qui fait suite aux recommandations de la Fédération internationale de football FIFA qui a demandé de remettre en marche le processus électoral. Les précisions de Salifia Lekwe. La Fédération ivoirienne de football a décidé de reconsidérer sa position à la suite des recommandations de la fêtière mondiale, la FIFA, de relancer le processus électoral. Elle exprime à travers un communiqué rendu public via son site internet. Un comité d'urgence du comité exécutif, convoqué par le président de la FIF, s'est réuni le 22 août 2020, de 19h à 21h à Abidjan-Cocody, pour examiner le contenu du dit courrier. Il ressort du courrier de la FIFA la recommandation suivante. Le maintien de la commission électorale et la reprise des travaux de celle-ci en indiquant que toutes les décisions à prendre doivent être soumises au vote des membres de la commission qui doivent individuellement signer le procès-verbal de décision. La commission électorale, informée de cette recommandation, se réunira le mardi 25 août 2020 à 10h afin d'entériner toute décision nécessaire par un vote, conformément aux dispositions pertinentes du Code électoral et en particulier de ses articles 7 et 8. Dans la même veine, l'Assemblée générale extraordinaire convoquée par la FIF, initialement prévue samedi, n'aura plus lieu. L'annulation de l'Assemblée générale devant se réunir en session extraordinaire le 29 août 2020. En lieu et place de cette AGE, la convocation d'une réunion d'information et de concertation des membres actifs de la FIF le 29 août 2020 sur le déroulement du processus électoral et les incidents survenus. Des divergences entre les membres du comité électoral dirigé par l'ex-ministre des Sports René Dibi sur plusieurs questions, notamment l'éligibilité des candidats avait engendré un blocage et la suspension du processus électoral par le comité exécutif sortant de la FIF le 12 août dernier. Pour succéder à Augustin Sidi Diallo à la présidence de la Maison de Verre, 4 candidatures ont été enregistrées. Il s'agit de Idriss Diallo, un ancien vice-président de la FIF, de Sori Diabaté, le vice-président du comité exécutif sortant, l'ex-international et capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire Didier Drogba et Paul Kofi Kwaku, responsable d'un centre de formation. Et l'un des candidats à la présidence de la Fédération ivoirienne de football s'est réjoui de cette décision de la FIFA. Idriss Diallo était face à la presse ce lundi. Il a invité tous les acteurs impliqués dans le processus à l'apaisement et au fair-play, rassurant sur sa volonté de respecter le verdict de l'entité en charge des élections. Salifia Lekwe, Tanguy Conan. Idriss Diallo, candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, a salué ce lundi la décision de la Fédération internationale de football association FIFA qui a recommandé la reprise du processus électoral qui avait été suspendu par le comité d'urgence du comité exécutif de la FIF le 12 août dernier. Nous nous félicitons de ce que la FIFA a clairement dit, que le processus qui est entre les mains de la commission électorale doit être traité conformément au règlement de cette commission. Et pour ce faire, la commission devra nous communiquer, j'espère dès demain, les résultats de ces travaux. L'ancien vice-président de la FIF a regretté l'ambiance délétère qui règne autour de cette compétition, invitant tous les acteurs à l'apaisement et à promouvoir le fair-play. Nous sommes dans une élection qui vient après des moments difficiles traversés par le football ivoirien. Si nous nous prenons garde et que nous ne savons pas raison garder, notre famille va se retrouver divisée et déchirée après cette élection. Et quelle que soit
celui qui sera élu, il risque de régner sur un champ de ruines, ce qui n'est pas notre objectif. Nous exprimons notre volonté de respecter les décisions de la commission électorale et les règles qui régissent cette compétition. La FIF, à la suite des observations de la fêtière du football mondial, a annoncé pour mardi une réunion de la commission électorale dont les travaux étaient suspendus pour entériner toute décision nécessaire. La commune d'Abobo fait sa mue. Sur place, on découvre d'intenses travaux d'assainissement, de remise en état de voirie et de ravalement de façades. Toutefois, des difficultés sont visibles par endroits. C'est le cas de la voie menant au quartier derrière Rail, au niveau du carrefour Anador, où la voie n'est plus praticable. Les habitants et automobilistes appellent à la rescousse les pouvoirs publics. Salif Yalekwe, Arona Zeba. Abobo Anador, au nord d'Abidjan. Nous sommes au carrefour qui mène au quartier derrière Rail. Une voie très sollicitée, mais difficile d'accès. Que de désagréments. Cet automobiliste éprouve des difficultés. Coincé, il a recours à l'assistance de ses bambins en vacances qui s'activent régulièrement à remblayer les nids de poules sur ce tronçon afin d'alléger un tant soit peu les difficultés des automobilistes. Cette situation perdure et exaspère les conducteurs. On a dit, on a réparé ça. À chaque fois, ça devient petit. C'est caillou comme ceci. Ça gâte voiture. Ça pèse piné, puis ça torde piné. Les autorités viennent, ils dépassent, ils ne nous disent rien. Et l'eau sale coule de là-haut, les deux extrémités, là-haut, à droite, à ma droite, et à ma gauche aussi. Et nous-mêmes, nous sommes intervenus plusieurs fois financièrement pour cette eau. Ici, à hauteur de 150, 175 000 francs, à notre propre front. Mais toujours, il n'y a rien, il n'y a pas de changement. Plusieurs fois réhabilitée, cette voie se dégrade aussitôt. Comment l'expliquer? Certains riverains donnent leur avis. Quand niveau là, c'est à terre. Et quand je suis bouché là, et puis l'eau la sort à vous ici. Comme c'est l'eau de baisser là, c'est comme un site ça. Tout ce qu'on fait, ça dégage. Donc si vous voulez que ça soit bien, commencez dans l'autre rue là, pour réparer bien, pour que quand niveau là va bien. Il y a des tuyaux où il y a des pneus qui sont rentrés dans le tuyau. Tu vois, donc ça fait que ça bouche le tuyau, l'eau ne peut pas passer. Je ne suis pas un spécialiste, mais à ma connaissance, en tout cas le tuyau, ou soit il faut enlever le tuyau, enlever les pneus dedans, ou carrément changer le tuyau. Ce coin-là, ça vaut plus de 40 ans. La population a presque triplé, quadruplé même. Donc forcément, ça va se passer comme ça. Donc il faut un gros caniveau, un gros tuyau. La cité, dirigée par le maire Ahmed Bakayoko, est en pleine transformation avec de nombreux chantiers de bitumage et projets d'embellissement. Ici, à ce carrefour, automobilistes et riverains souhaitent qu'on se penche sur cette partie de la voie. À l'étranger, la junte au pouvoir au Mali souhaite qu'un organe de transition dirigé par un militaire soit mis en place pour une période de 3 ans. La junte a donné son accord pour libérer le président Ibrahim Boubacar Keïta, qu'elle détient depuis le coup d'État de mardi dernier, qui pourra repartir à son domicile de Bamako. La discussion continue avec la délégation de la CEDEAO, toujours présente dans la capitale malienne. On fait le point avec Yeli Traoré. Les responsables de la junte souhaitent créer un organe de transition dirigé par un militaire pour une période de 3 ans et mettre en place un gouvernement constitué à majorité de militaires. Ces informations surviennent après 48 heures de pourparlers entre la délégation de la CEDEAO, arrivée à Bamako samedi, et conduite par l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, et les officiers du Conseil national pour le salut du peuple, CNSP. Discussion continue. On a eu des points de compromis sur certains aspects. Et la négociation va continuer. Selon la CEDEAO, la junte a par ailleurs donné son accord pour libérer le président Keïta, qui pourra repartir à son domicile de Bamako et voyager pour des soins s'il le souhaite et sans entrave. Quant au Premier ministre Boubou Cissé, arrêté en même temps que le président est détenu dans le camp militaire de Kati, dans la banlieue de la capitale, la junte accepte qu'il soit placé dans une résidence sécurisée à Bamako. Nous voulons tous que le pays aille de l'avant.
both the ECOWAS team and the military officers who want the country to move on. Donc aussi bien l'équipe de la CEDEAO que celle des nouvelles autorités militaires du pays. We have reached a number of agreements, but we have not reached agreement in all the issues. Donc nous avons pu nous entendre sur certains points, mais pas encore sur l'ensemble des points de discussion. I don't need to give you this about what we're discussing, but you know there was an elected government. There were issues, and the military intervened. Donc, je ne vais pas vous dire tout ce dont, je ne vais pas pouvoir vous dire tout ce dont nous débattons, mais vous savez qu'il y avait un président élu et qui a, depuis quelques jours, des militaires qui sont entrés dans la danse ou qui sont entrés dans le jeu et qu'il y a des problèmes. Les négociations ont débouché sur des avancées sans accord complet et elles ont repris ce lundi. Les chefs d'État de la CEDEAO vont se réunir par visioconférence mercredi 26 août pour décider de la suite. Alléger les sanctions que l'organisation a imposées juste après le coup d'État ou bien les durcir s'ils estiment que la junte ne donne pas assez de gages de bonne volonté. En République démocratique du Congo, des milliers de personnes ont accueilli samedi à Kinshasa l'opposant Martin Fayulu. Lors d'un meeting, le candidat malheureux à la présidentielle de 2018 a appelé à des élections anticipées et des réformes en profondeur dans le pays. Yeli Traoré. Plusieurs milliers de personnes ont accueilli à Kinshasa l'opposant Martin Fayulu après 5 mois d'absence. Celui-ci a appelé dans un meeting à des réformes en vue des élections anticipées en République démocratique du Congo, où des tensions ont éclaté il y a quelques mois au sein de la coalition au pouvoir. Le candidat malheureux à la présidentielle de décembre 2018 a été contraint par ses partisans de parcourir pendant plus de 5 heures, plus de 7 km de l'aéroport jusqu'au lieu où il a présidé une réunion publique. Mais je dis qu'à un moment donné, il faut que le peuple prenne sa responsabilité. Moi, j'ai pris ma responsabilité, celle de la vérité des urnes. Au cours de la même réunion, le coordonnateur de la principale plateforme d'opposition fait écho de la revendication de son regroupement. Ce que l'on veut dire, c'est que le plan de sortie de crise du président élu Fayulu était d'anticiper, de reprendre les élections. Depuis mars 2020, la coalition au pouvoir est confrontée à des tensions persistantes, liées notamment à la réforme au sein du pouvoir judiciaire et à la désignation des nouveaux animateurs de la commission électorale. À la présidentielle de décembre 2018, Fayulu avait revendiqué la victoire avec plus de 60% des suffrages. La Commission électorale nationale indépendante CENI, puis la Cour constitutionnelle ont proclamé Félix Tshisekedi vainqueur du scrutin avec 38,5% des voix et Fayulu deuxième avec 34%. Ce dernier avait contesté ce résultat et accusé la CENI d'avoir fabriqué les résultats et dénoncé un putsch électoral orchestré par l'ex-président Joseph Kabila. Et puis, ces images de l'ex-président Pascal Lissouba qui a dirigé le Congo-Brazzaville de 1992 à 1997. L'homme est décédé en France à l'âge de 88 ans, annonce faite par son parti, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Il a occupé les fonctions de ministre de l'Agriculture sous le premier président du Congo indépendant, Fulbert Yulu, avant de devenir Premier ministre d'Alphonse Massamba Deba en 1965 jusqu'en 1966. Fondateur de l'UPADS en 1991, M. Lissouba est élu président de la République en 1992 lors du premier scrutin pluraliste dans ce petit pays d'Afrique centrale. Sous son mandat, entre 1993 et 1994, la contestation par l'opposition des résultats des législatives a provoqué des affrontements entre les milices des partis de l'opposition et celles de la majorité présidentielle. Le président Lissouba a alors été contraint de s'exiler en France. Il a été notamment condamné pour haute trahison et complot contre le président Denis Sassou Nguesso. Autre image qui nous vient cette fois-ci des États-Unis, sans surprise, le président américain Donald Trump a été officiellement investi aujourd'hui par le Parti républicain comme candidat à l'élection présidentielle du 3 novembre, où il affrontera le démocrate Joe Biden. Les délégués du grand hall des partis réunis à Charlotte, en Caroline du Nord, l'ont désigné comme leur candidat au premier jour de la convention républicaine. Voilà, et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par François Ossou. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 19h50 pour un autre numéro de NCI News.